Les policiers se sentent menacés, ils ouvrent le feu. Mais parfois, ils abattent d'innocentes victimes désarmées. There's something wrong when the police unleash that kind of firepower on the citizenry. Quand le meurtre est-il justifié et quand ne l'est-il pas? If a guy's pointing a deer rifle at you, it's no time to talk. Voilà tout le problème. Parfois, les policiers tirent pour tuer. En une année, les policiers procèdent à près de 15 millions d'arrestations. Or, ils n'utilisent leurs armes que dans 1% des cas. Cela dit, lorsqu'ils ouvrent le feu, ils le font en général pour tuer. Le policier n'a qu'une fraction de seconde pour estimer la situation. Pour Ed Delmore, policier depuis 18 ans, on ne doit certes tuer qu'en dernier recours. Mais parfois, c'est la seule solution. Il doit estimer la menace, la distance qui le sépare du suspect, le contexte, la présence éventuelle de civils, la direction dans laquelle les balles vont filer. Hélas, des centaines de civils trouvent la mort chaque année dans ces échauffourées. On montre donc du doigt les bavures policières. Les jurés, les médias et les magistrats ont des années pour réexaminer l'incident. Le policier, lui, n'a qu'une fraction de seconde pour estimer la situation. Parfois, d'innocentes victimes désarmées sont donc abattues. Les bavures déclenchent alors des débats passionnés. Quand les policiers qui tuent admettront-ils enfin que personne ne les menaçait? Le sergent Dilesy Davis a fondé l'association Flics Noirs contre les brutalités policières qui cherche à endiguer la violence au sein des forces de l'ordre. Lorsque la police se déchaîne ainsi sur les gens, il y a un problème, surtout quand il s'agit de citoyens désarmés. Ces derniers s'attendent au contraire à vivre libres et en sécurité dans leur maison, leur voiture, leur environnement. La question est posée. Les policiers américains ont-ils vraiment tendance à presser la gâchette sans réfléchir? Certains policiers sont violents de nature, mais la police a-t-elle les moyens de s'en rendre compte et de mettre le holà avant que cela n'empire? Ou le recours au meurtre est-il la seule réponse pour des agents des forces de l'ordre chaque jour plus exposés au danger? Si un type pointe un fusil de chasse vers nous, on ne discute plus, il faut faire feu immédiatement. Pour dompter les agresseurs les plus violents, on apprend aux policiers à viser la plus large cible, le torse, et à faire vite. Il ne s'agit pas forcément de tuer le suspect, mais on vise les parties du corps qui le neutraliseront aussitôt. Cela dit, faut-il vraiment faire feu plusieurs dizaines de fois, comme cela arrive souvent dans les bavures? Pendant des années, on tournait autour de 2 balles et demie par fusillade. Aujourd'hui, on est passé à plus de 4 et demi. Lou Retter, ancien policier, est aujourd'hui expert auprès des forces de l'ordre. La différence est simple, c'est que les chargeurs sont plus gros. Nos armes contiennent 17 balles en moyenne. En étudiant de nombreuses bavures où il y a eu mort d'homme, on s'est rendu compte que souvent les policiers sont si stressés par la situation qu'ils ignorent combien de munitions ils ont utilisées. Mais pourquoi certains types de suspects semblent-ils particulièrement visés? Les Noirs et les Latino-Américains ne représentent que 25% de la population américaine et constituent plus de 95% des victimes de bavures. C'est vrai, le délit de sale gueule existe chez certains policiers.
Leurs supérieurs ne les surveillent pas assez et ne les blâment pas. Si la police abattait des blancs fortunés, tout s'arrêterait dès demain. Décès suspects, acharnement excessif, préjugés raciaux, tous ces ingrédients se trouvent réunis le 4 février 1999 lorsqu'Amadou Diallo succombe à New York, dans le quartier du Bronx, sous un déluge de balles. Diallo, honnête travailleur venu d'Afrique et musulman convaincu, n'a jamais été arrêté auparavant. Peu avant minuit, le 4 février, notre homme se tient dans la véranda de son appartement, tandis qu'une voiture de police banalisée croise dans les environs. Dans la voiture, 4 policiers blancs en civil, tous membres d'une impitoyable unité spéciale de la police de New York. Ils tâchaient de vider les rues de leurs armes, d'arrêter les malfrats, de s'occuper des mandats. C'était une unité d'élite composée de policiers très motivés. L'avocat John Patton défendra l'agent Sean Carroll au cours du procès. Les flics nous débarrassent de toutes ces armes. Grâce à eux, on est un peu plus en sécurité. Au cours des 2 années précédentes, cette unité a ainsi arrêté 44 000 suspects, confisquant au passage des centaines d'armes. Ces quartiers très malfamés sont surtout habités par des Noirs et des hispanophones. Mais les innocents, quelle que soit leur origine, devraient avoir le droit de sortir de chez eux en toute liberté. Robert Connasson représente la famille de Diallo. Les policiers n'arrêtent pas un blanc dans sa véranda. Ils n'arrêtent pas les blancs en pleine rue. Tandis que la voiture banalisée roule devant chez lui, Amadou regagne son appartement en passant par le vestibule sombre. Sean Carroll trouve la manœuvre étrange. Je craignais qu'il ne se livre à une activité illégale. Je pensais que quelque chose de louche se passait là. Carroll et l'un de ses collègues quittent leur voiture et s'approchent de Diallo. Ils affirment s'être alors présentés à lui. Il a fait un mouvement vers la droite et j'ai pensé qu'il avait peut-être une arme. Diallo était de dos. Il s'est retourné vers eux, son portefeuille à la main, un portefeuille noir. Carroll a alors hurlé qu'il avait une arme et la fusillade a commencé. Les 2 policiers ont tiré 16 coups chacun. On compte 16 balles dans un chargeur de 9 mm. Les 2 autres policiers ont tiré respectivement 4 et 5 coups. Ils n'arrêtent pas, ne visent pas, ils tirent, c'est tout. Un instant plus tard, M. Diallo, qui n'avait d'autre tort que celui d'avoir effectué les mauvais mouvements, trouve la mort. Les policiers auront donc tiré 41 fois en moins de 5 secondes. Amadou Diallo, pourtant désarmé, sera touché à 19 reprises. Le drame provoque un tollé général et 6 charges sont retenues contre les 4 policiers, y compris le meurtre. Dans le Bronx, les esprits s'échauffent. Le procès, très médiatique, se déroulera donc à Albany, une ville à majorité blanche. Soutenus par une armée d'avocats, les défenseurs justifient leur acte par la légitime défense qui autorise les policiers à faire usage de leurs armes quand leur vie est menacée. Le simple fait que le policier affirme cela ne prouve rien. Il dit ça à chaque fois qu'il y a mort d'homme. This is a starter pistol. It's an exact replica in all its dimensions of a .25 caliber automatic weapon. It was this type of weapon that Sean Carroll mistook the wallet for. I just held his hand and rubbed his face. Please. Tout reposait sur le témoignage des policiers. Or, ces derniers se sont exprimés avec beaucoup de sincérité. Les Diallo ont bien compris que le racisme était la clé de l'affaire. Pourtant, leurs avocats ne parviendront pas à convaincre le jury. Personne n'a même tenté d'évoquer le problème du racisme dans le Bronx. Le racisme dont fait preuve cette unité spéciale, les actions de cette unité spéciale. On a passé tout cela sous silence.
Le drame qui s'est déroulé est le résultat des mouvements malheureux de M. Diallo et des erreurs commises par les policiers. Le fait qu'il ait été noir ou afro-américain ne change rien. Les questions de race ne sont pas entrées en ligne de compte. Après 4 semaines d'audience, le juge donne ses instructions au jury multiethnique. On nous a dit de nous mettre à la place du policier. New York retient son souffle. Les jurés délibèrent 21 heures durant avant de rendre leur verdict. What was your verdict in reference to the charge of murder in the second degree under the first count of the indictment? Not guilty. Aussitôt, des manifestations s'organisent et l'on exige une réforme de la police. Néanmoins, les problèmes soulevés par les méthodes des autorités new-yorkaises ne sont toujours pas résolus. The killing of Amadou was wrong. Il n'y a pas eu de procès. Telle était la conviction des Diallo. J'ai certes plaidé dans l'intérêt de mon client, mais j'ai aussi parlé au nom de tous les policiers de ce pays. Okay, guys, back off. Talk to Mike right now. Talk to Mike. All right, where's he hit? Aux États-Unis, au cours des dernières décennies, le nombre de policiers s'est envolé. À l'inverse, de moins en moins d'agents meurent dans l'exercice de leurs fonctions. Grâce à un meilleur entraînement et un matériel de protection plus efficace, seuls 45 officiers sont ainsi tombés sous les balles en 1999. En 1974, ils étaient 271. Pourtant, malgré ces progrès, une nouvelle menace vient peser sur la vie des forces de l'ordre. Les armes d'assaut de type militaire, qui tombent toujours plus nombreuses entre les mains des criminels. Los Angeles, Californie, 28 février 1997. La lutte pour maîtriser le monde de la rue va prendre soudain un si terrible virage qu'il conduira toutes les polices du pays à revoir leurs méthodes. On demande de l'assistance pour un probable 2-11 à la Bank of America. La Bank of America. Dans l'agence de North Hollywood de la Bank of America, 2 criminels endurcis tâchent d'emporter un butin de 3,5 millions de dollars, soit environ 3,8 millions d'euros. Leur nom, Emile Matassareno et Larry Phillips. Les 44 minutes qui vont suivre seront les plus violentes jamais vécues par la police de Los Angeles. Ce jour-là, le lieutenant Nicolas Zingo est en patrouille dans le secteur. Puisque j'avais en charge les opérations, il fallait que je réfléchisse à ce que j'allais faire une fois sur place. Et ça vous flanque un sacré coup à l'estomac quand vous entendez « un policier a besoin d'aide, on a signalé des coups de feu ». Nos 2 suspects, armés comme des soldats, possèdent aussi des gilets destinés à l'origine à protéger les policiers au cours des fusillades de grande envergure. Larry et Emile sortent devant la banque et font feu autant qu'ils peuvent. On n'entend plus que le fracas des armes automatiques. Apprendre qu'un policier est touché, on voudrait ne jamais entendre cela. José Flores se précipite alors vers les lieux de la fusillade. On entendait les policiers crier à la radio. Ça vous glace les sangs d'entendre cela. Un agent se rue au secours d'un autre, tandis que des civils se terrent derrière un véhicule de police. Je devenais fou parce que je savais que mes hommes allaient se faire tuer. Ce type avait descendu de nombreux agents et il fallait tout faire pour les sauver.
Je n'ai jamais eu si peur de ma vie. Je me souviens du bruit des balles frappant le métal. Et moi je pensais, si j'en prends une dans la tête, je suis foutu. Plein d'une stupéfiante arrogance, voilà que les deux forcenés sortent sans se hâter du parking de la banque. Émile se met à rouler et réalise que Larry ne monte pas. Larry continue de marcher vers l'est avec son AK-47. Mais l'arme s'enraye et il la jette sous un semi-remorque garé au bord du trottoir. Pour sa part, Flores se dissimule derrière une Cadillac marron, tandis que Phillips se tire à tout va avec son arme de poing. Je décide alors que le mieux pour moi est d'attaquer Phillips pour l'attirer. Il se met en effet à tirer dans ma direction et entre nous deux, le duel s'engage. J'avais l'impression de me retrouver dans Terminator avec ce robot invincible. On lui tire dessus, on le touche, on fait tout ce qu'on peut pour l'arrêter, mais rien n'y fait. Je devenais fou de peur, je me disais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Comment je me suis retrouvé là? L'échange de coups de feu ne dure que quelques secondes, mais pour Flores, il semble durer des heures. J'ai vécu toute la scène au ralenti. Quand j'ai vidé mon dernier chargeur, je voyais la balle sortir du barillet puis engager sa course. Par bonheur, la dernière balle de Flores se ferait un chemin dans le gilet protecteur de Phillips. Phillips est bel et bien mort. Le SWAT, l'équivalent de notre GIGN, peut alors se charger de son complice, Émile Matassareno. Émile se dirige à présent vers Archwood. De nombreuses voitures viennent dans sa direction et il les heurte exprès pour les arrêter puis les réquisitionner. C'est ainsi qu'il s'empare d'une vieille camionnette. Le conducteur s'enfuit alors qu'Émile installe ses armes et ses munitions dans le véhicule. Les hommes du SWAT, dans une voiture Pi, foncent pour tenter de sauver un policier d'une mort certaine. Mais ils n'ont pas compris qu'Émile est en train de charger ses armes. Ils les repèrent, le SWAT le repère aussi. Ils sortent de leur voiture, arme automatique au poing et engagent la fusillade. Blessé, en état d'arrestation, Émile Matassareno finira par décéder dans la rue. Les deux forcenés auront ainsi tiré quelques 1100 projectiles, blessant 10 policiers et 7 civils. Mais enfin, le drame est terminé. À mon avis, ce qui s'est déroulé ce jour-là est une pure manifestation du mal. Ces hommes ne ressentaient rien, se moquaient des conséquences de leurs actes. Ils étaient le mal personnifié. Après la tragédie, on nous a enfin autorisé à porter des calibres 45 pendant les patrouilles. On a pu également utiliser des munitions plus puissantes. Celles-ci permettent de transpercer les gilets pare-balles. On a aussi entraîné davantage nos hommes et on leur a donné de nouvelles armes. Il s'agit de fusils semi-automatiques qui s'avèrent très efficaces contre les gilets pare-balles ou lorsque le suspect se tient à bonne distance. Aujourd'hui, le nord d'Hollywood a retrouvé son calme, mais les plaies, tant morales que physiques, ne se referment pas. Je suis venu ici plusieurs fois pour voir ce qu'il voyait pendant qu'il me tirait dessus, pendant qu'il tâchait de me tuer et de tuer mon partenaire. Rien que ça, ça me donne des frissons, rien que d'y penser. Cet homme tentait de m'enlever à ma famille, de m'enlever à mes enfants, de m'enlever à mes collègues. C'est ici que tout cela s'est déroulé. Presser sur la détente ou au contraire retenir sa main, la décision n'est jamais plus difficile à prendre que lorsque des otages sont impliqués. Dans ce cas, il ne s'agit plus de savoir si, mais de déterminer quand. C'est ainsi qu'à Salt Lake City, un kidnappeur déchaîné va venir provoquer les policiers en retournant son arme contre son otage.
Blessée à 2 reprises par son ex-mari, cette femme parviendra tout de même à survivre. Le suspect, pour sa part, tombera sous les balles des forces de l'ordre. Certes, les policiers s'entraînent, mais rien ne pouvait préparer les hommes du shérif de Sacramento à la terrible prise d'otage qu'ils auront vécue en 1991. 911 emergency. We got a guy shooting the gun off. Hello? We got a gun shooting. À 15h30, 3 frères et l'un de leurs amis, armés de pied en cap, prennent d'assaut un magasin d'informatique. Is the customer shooting again? I don't know. I gotta go. Glenn Craig est alors shérif du comté de Sacramento. On ignorait combien d'otages se trouvaient dans le magasin. On ignorait tout de la situation. Au départ, on croyait tous qu'il s'agissait d'un cambriolage raté, d'un hold-up qui avait mal tourné. Les policiers s'empressent vers la boutique où les 4 jeunes gens détiennent 40 otages, y compris de nombreux enfants. On a su tout de suite qu'il ne s'agissait pas d'un hold-up raté. Ils avaient obligé les gens à rentrer dans le magasin en même temps qu'eux. Ils avaient prévu d'investir un magasin bondé, de négocier avec le shérif pour qu'on leur octroie un hélicoptère, des gilets pare-balles et des armes. Ils voulaient rejoindre les résistants au Vietnam. Linda Parisi, avocate commise d'office, défendra plus tard le chef de la bande, Loy Cac Nguyen. Ce réfugié vietnamien rêvait de regagner son pays pour lutter au nom de la liberté. Ils avaient prévu d'entrer dans la boutique et d'appeler le shérif. Ils étaient sûrs que ce dernier ne tenterait rien contre les citoyens américains. On n'était pas sûr de grand-chose. Vu leur accent, on se doutait qu'il s'agissait d'immigrants dont l'anglais n'était pas la langue maternelle. Un de nos tireurs d'élite s'est mis en place là-bas, sur le parking. À plat ventre, entre les voitures, il pouvait viser la porte d'entrée. Notre poste de commandement se trouvait du côté de ce qui est devenu aujourd'hui la Wells Fargo Bank. Un premier policier entre en contact avec Loy. Sergeant Gomez, Sacramento County Sheriff's Department. Okay. You want to give up, is that correct? No, we don't want to get up. We want you to trade. Listen to me for a minute. The store is surrounded. One more. Wait, one more. And you better tell the fuck out there, don't shoot me. I want to shoot in here. No, we don't want anybody shot. Yeah, I don't want any shot too. Okay, so what is it you want? Okay, I want to trade one people for one poop. Les forcenés exigent un gilet pare-balles. Un policier le leur apportera donc, presque nu, afin de prouver qu'il n'est pas armé. D'abord, cela nous permettait de faire sortir les femmes et les enfants du bâtiment. Ensuite, notre homme allait pouvoir nous indiquer le nombre des preneurs d'otages et le type d'armes en leur possession. Hélas, les barrières culturelles et linguistiques ne font qu'accroître les tensions et le danger. Un négociateur entre en scène et prend le relais. Les membres du SWAT, de leur côté, pénètrent dans la boutique depuis un bâtiment voisin. Ils commençaient à ligoter les otages avec des cordes devant la porte d'entrée pour qu'on puisse les voir de l'extérieur. Les heures passent. La tension est à son comble, tandis que les malfrats réclament de l'argent et des gilets pare-balles supplémentaires. Who are the vests for? For? Yeah. Hey, for stop the bullet, man. You know that. Don't try to be dumb. Okay. And we want some money, that's it. 7 heures ont déjà passé. Loy ne fait plus l'unanimité et les preneurs d'otages se disputent. Long, le frère de Loy, prend en charge la négociation. You asshole. Listen up and listen clear, okay? Give us the 3 damn bulletproof, or there will be 1 dead person. I wouldn't give a damn about what you say. Long ne tarde pas à mettre sa menace à exécution. Il tire sur Sean McIntyre, l'un des otages. Ils ont blessé un otage à la jambe, puis ils ont envoyé nous dire qu'ils allaient tuer les autres.
Ivre de colère, Long tire cette fois dans la jambe de Harold Brooks, un otage de 66 ans. De toute évidence, la situation devient incontrôlable. Au bout d'une dizaine d'heures d'angoisse, le shérif Craig prend la décision d'abattre les preneurs d'otages. Le négociateur leur offre alors un autre gilet pare-balles, dans l'espoir d'attirer l'un d'eux au dehors, à la portée du tireur d'élite. Ce dernier, qu'on distingue ici dans la lumière, se prépare à faire feu. Quant à l'assaut lancé par le SWAT, il s'accompagnera de lumières vives et de fumigènes. Mais Long tourne Kazakh et charge une otage ligotée, Priscilla Alvarez, de récupérer le gilet à sa place. Are you going outside to get the vest? No, I'm not. You told me you were going outside. We'll line two people up here. I'll aim the gun at her. She run us, kill her. Les policiers lancent le gilet devant la porte. Long envoie Priscilla le ramasser. Le tireur d'élite saisit alors sa chance. Il a tiré au moment où la porte se refermait. Sa balle a brisé la vitre. Dans la confusion qui s'ensuit, 2 otages parviennent à s'échapper. Hélas, les autres n'ont pas cette chance. Les équipiers du SWAT se précipitent et attaquent les preneurs d'otages. Le bilan est lourd. 2 otages sont morts, 10 autres blessés. Quant aux malfrats, 3 ont succombé. Loy est le seul survivant. Celui qui s'en est tiré portait le tout premier gilet pare-balles qu'on leur avait fait parvenir. Les choses ne sont pas claires. Comment a-t-on pu en arriver là? Et fallait-il vraiment choisir de les abattre? Cette décision n'a-t-elle pas au contraire provoqué la fureur de Long? Nous ne connaissons pas les réponses à toutes ces questions, et hélas, nous ne les connaîtrons jamais. Et si on s'y était pris autrement? On aurait pu installer 2 tireurs d'élite au lieu d'un, afin de disposer de 2 angles différents. Mais à part cela, à la réflexion, je pense qu'aujourd'hui, je reprendrai les mêmes décisions. Aujourd'hui, ces 10 heures de cauchemar continuent de hanter la mémoire de Glenn Craig. Ce que je me rappelle le mieux, c'est le bruit des balles à l'intérieur du magasin. Bon sang, personne ne doit... Chaque fois que la police affronte un suspect belliqueux, des questions se posent qui vont décider de la vie et de la mort de chacun. À quel moment les policiers ou les civils se retrouvent-ils en réel danger? Et quand faut-il se résoudre à appuyer sur la détente? Voici les policiers de Salinas face à un jeune voleur présumé de 21 ans. Ils ignorent quelle arme il porte sur lui, si tant est qu'il en ait une. En dépit du stress éprouvé dans ce type de situation par tous les policiers, ces derniers montrent toujours une admirable retenue. Alors que les hommes poursuivent le suspect, l'un d'eux décharge son arme par accident. Par bonheur, personne n'est touché. Ce policier vient d'être légèrement blessé par le couteau que le suspect en colère dissimulait sur lui. La tactique dépend donc de la situation et du policier lui-même, ainsi que des armes utilisées, et du sentiment de menace éprouvé par l'agent des forces de l'ordre. 14 février 1996, dans le sud de la Californie. Les actes de Hon Il Kim et la réaction des 2 policiers qui le traquent vont coûter la vie au suspect. De nouveau, l'opinion s'insurge et crie à la bavure. Hong Il Kim venait de Corée. Il se trouvait aux États-Unis pour visiter son père malade.
Il avait déjà rencontré des problèmes avec la drogue par le passé. À cette époque, c'est évident, il était de nouveau sous l'emprise des stupéfiants. L'avocat James Muller défend la famille de Hong Il Kim. Cette dernière veut prouver que sa mort aurait pu être évitée. Les policiers ont remarqué la conduite étrange de M. Kim. Ils ont donc essayé de l'arrêter et lui les a contraints à le prendre en chasse. Ivre de cocaïne, Kim va ainsi obliger la police de 2 États ainsi que la police de la route à le poursuivre sur 50 km à travers le sud de la Californie. Les véhicules atteignent les 160 km/h. Il entre alors dans un centre commercial du comté de Range. La police tâche de le prendre en tenaille. M. Kim recule, fait demi-tour et tente d'échapper aux forces de l'ordre. 2 policiers en civil s'attaquent à la voiture de Kim à coups de crosse, mais rien n'y fait, les vitres résistent. Après l'avoir repoussé dans un coin du parking, les agents cernent le véhicule et ordonnent à Kim de s'arrêter. À ce moment-là, il est fait. Il n'a plus nulle part où aller et les policiers en présence ne lâchent pas le morceau. Mais dès qu'il commence à avancer, pourtant lentement, ils font feu et le tuent. Quatre policiers vont ainsi tirer quelques 26 balles en quelques secondes, atteignant Kim à 13 reprises. Ces 4 policiers ont estimé que leur vie, comme celle des civils alentours, était en danger. S'ils n'avaient pas tiré, un innocent serait mort. Quand les policiers ont vu la voiture s'avancer vers eux, ils ont aussitôt su qu'ils devaient tirer ou se faire écraser. La question est la suivante. Le meurtre était-il justifié? Ou alors les policiers se sont-ils mis eux-mêmes en situation de danger? Dans ce cas, ce sont leurs mauvais choix qui les ont amenés à tuer. Lou Retter, dans la police depuis 20 ans, est convoqué en tant qu'expert à la demande de la famille Kim. Ces types en civil se sont jetés dans la mêlée comme sur une piste d'auto-tamponneuse. En tant qu'expert, j'affirme qu'ils n'auraient pas dû arriver là à pied. Ça n'était pas leur place. Ils se sont mis en danger de manière inconsidérée. Retter et Muller ne minimisent certes pas la responsabilité de Kim dans cette affaire qui semblait presque provoquer la police. Mais pour être juste, je dois aussi considérer l'action de la police. Les policiers sont des professionnels aguerris. On leur apprend à affronter les drogués et les suspects affolés qui se comportent de façon anormale. S'ils s'y étaient pris autrement, M. King ne serait pas mort. Personne n'était en réel danger au moment des faits. Non. Il n'avait aucune raison valable de le tuer. This driver will come back here for a second, I'll tell you why. You got stopped. How's it going tonight, man? You been drinking tonight? Au cours de leurs entraînements, les policiers apprennent à rester en alerte pendant chaque intervention. Jamais ils ne doivent relâcher leur attention. Since you've been drinking already, I want to make sure there's open alcohol. There's any weapons in there that are going to hurt me at all? No. No guns? Is there any drugs in there? No. Nothing like that at all? Okay. Tandis qu'il fouille ce véhicule à Collinsville, dans l'Illinois, notre agent se rappelle soudain qu'il faut toujours se méfier des opérations dites de routine. Get on the ground! Get on the ground! Stay on the ground. Keep your hands up above your heads, all right? I can't tell if it's a real gun or not. It's a cap gun. Cette arme, en définitive, n'est qu'un jouet d'enfant. You didn't tell me. I asked you if there any guns in here. You said no. Chez les policiers bien entraînés, la réaction de défense est immédiate. Next time, just mention it, all right? Kind of stuff gets people killed all the time, you know? Pour l'adjoint au chef de la police de Collinsville, cette réaction de défense est indispensable à la survie du policier. J'ai vu trop d'exemples de policiers qui répugnaient à faire usage de leurs armes, alors que seul le recours à la force pouvait leur sauver la vie. Et pourquoi? Parce que ces hommes prenaient des tas de choses en compte, leurs responsabilités en particulier. Et ils n'ont pas sévi quand cela était indispensable. Nous voici en Géorgie. Un conducteur rétif, arrêté par un policier de la route, blesse ce dernier d'un coup de couteau. L'agent fait alors preuve d'un remarquable sang-froid.
Lorsque l'agent est contraint de tirer, il ne le fait que pour blesser. Son adversaire demeure donc dangereux. Sir, stay right where you at. Right where you at. Okay, give me some backup. 10-18, shots fired. Sir, just lay down. Lay down. Lay down, sir. Put down. I said lay down. Lay down. You still got the knife. Where's your knife at? Where is it? Where is it? Lay down. What's your problem? I'm afraid of you. Why? You pull a gun on me? With a knife coming at me, yeah. Notre policier finit par maîtriser le suspect et lui passer les menottes. Il s'en tire à très bon compte. Everything's gonna be okay. I got an ambulance coming. Just behave. Dès que les armes parlent, le danger s'intensifie. Nous sommes cette fois à Cedar Hill dans le Texas. Aaron Barnes tâche de maîtriser un conducteur au comportement suspect en attendant les renforts. Mais son erreur pourrait bien le mener au drame. What are you doing over there? Won't you put your hands on top of the hood for me? Plus tard, notre homme apprendra en effet que son suspect était recherché pour meurtre. Put your hands up here. Put your hands up here. Put your hands up here. Get out. Je me rappelle le choc que j'ai ressenti quand il s'est retourné. Il tenait une arme. Elle se trouvait si près de ma tête et on n'a quasiment aucune chance de survivre après avoir reçu une balle dans la tête. Et je pensais à mes enfants qui découvriraient tout ça à la télé. Par bonheur, la balle ne fait qu'effleurer le visage de Barnes, que le choc étourdit un moment. Ce qu'on raconte à ce sujet est vrai. Soudain, tout semble se dérouler au ralenti. Et pendant que je tirais, pendant que j'appelais à l'aide sur la radio, pendant tout ce temps-là, j'ai cru que j'étais touché. Le suspect parvient à fuir, mais il sera repris plus tard et condamné à la prison à vie. Aaron Barnes, de son côté, commence à se rétablir doucement. J'ai vu un psychologue, je l'ai consulté plusieurs fois. Mes supérieurs voulaient s'assurer que j'étais en mesure de reprendre mes fonctions. Ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour m'aider à surmonter cette épreuve. On procède en général à un débriefing de l'incident, en présence d'un psychologue spécialisé ou d'un autre policier qui a déjà vécu le même type d'expérience. Cette méthode est très bénéfique et très utile à l'agent concerné. Gary Kaufman est psychologue, attaché à la police de l'État du Michigan. Nous pensons qu'il est extrêmement important, après ce type d'incident, que le policier concerné se confie à un collègue ayant déjà vécu le même type d'expérience. Le docteur Kaufman est également persuadé que les policiers ont besoin d'une réelle formation psychologique avant de pouvoir se lancer sur le terrain. Certains policiers hésitent à tuer le suspect, même quand il s'agit de l'unique solution pour sauver leur vie. Ces policiers représentent un danger pour les autres et pour eux-mêmes. Ici, en Géorgie, le gilet pare-balles du policier aura arrêté 2 balles, permettant à son propriétaire de répliquer aussitôt. Reason I stopped you doing 88 miles an hour. 55. Radio, this be shot. Selon le docteur Kaufman, grâce à une formation psychologique adéquate, le policier éprouvera de la satisfaction et non plus de la honte lorsqu'il aura abattu un suspect en cas de force majeure. On les entraîne sans relâche à apprendre à tirer pour tuer. Ainsi, ils se trouvent mieux préparés psychologiquement. Préparés à affronter, comme ici, en Caroline du Nord, ce forcené surgissant de sa retraite pour faire feu sur les membres du SWAT. Ainsi, il risque moins de sortir traumatisé de ce type d'expérience. J'ignore si à leur place je souhaiterais que la formation psychologique prenne le pas sur le gilet pare-balles. En fait, si j'étais policier, je voudrais bénéficier des deux. Certes, des drames tels que celui dont Amadou Diallo a été la victime font la une des journaux.
Pourtant, les forces de l'ordre enregistrent de moins en moins de morts du côté des suspects. Les statistiques prouvent que la police a de moins en moins tendance à abattre les suspects en cas de force majeure. Aujourd'hui, on est très sensible à la question. Néanmoins, le grand public est persuadé que les bavures se multiplient. C'est primordial. Si on tombe sur des policiers qui manquent de professionnalisme, des hommes qui sont violents de nature, on se doit de les dénoncer. Dans les années 1980, sur les 17 000 instances policières américaines, seule une infime minorité était soumise à la surveillance de commissions constituées de civils. En l'an 2000, le nombre de ces commissions d'enquête a dépassé la centaine. De nombreuses communautés y ont donc aujourd'hui recours. Les commissions d'enquête constituées de civils ne résolvent pas tout. Mais grâce à elles, les policiers ne sont plus seulement fiers de leur profession. Ils comprennent aussi qu'ils sont là pour protéger les droits des citoyens innocents. On a passé beaucoup de temps à entraîner les policiers au tir. En revanche, on a négligé de leur apprendre à gérer les situations de crise, les conflits et les interactions entre les personnes. Il faut leur montrer comment éviter qu'une situation tendue ne s'envenime et ne les oblige à tuer. Pour beaucoup, une telle formation se doit de gommer les préjugés raciaux. Les Noirs et les Latinos arrêtés par la police se sentent nerveux. Ils ont de quoi, car c'est un fait établi. Si un policier a peur de vous, il a tendance à vous tirer dessus. Assurément, les préjugés culturels et raciaux influencent le comportement des policiers. On intensifie donc notre formation dans le domaine de la diversité culturelle. Mais par-dessus tout, les experts s'accordent sur un point. La police doit à tout prix reconnaître ses erreurs et pointer du doigt les brebis galeuses. Dans notre département, on a déjà eu des hommes qu'on n'a pas pu garder avec nous. De toute évidence, ils étaient beaucoup trop agressifs. Si on veut faire œuvre utile, il faut à tout prix surveiller de près ce genre d'individus. J'ai étudié, c'est énorme. J'ai examiné 5 ou 6 000 cas de meurtres perpétrés par un policier. Et pourtant, jamais je n'ai entendu de témoignage officiel où un agent aurait déclaré « J'ai pété les plombs, je n'aurais jamais dû tirer ». Au contraire, ils s'efforcent toujours de rationaliser ou de minimiser la gravité de leurs actes. Dès qu'un officier fait preuve d'une violence excessive, il doit être aussitôt relevé de ses fonctions. Et surtout ne jamais être réembauché par un autre département. J'ai fait le tour et je lui ai parlé. Il m'a regardé et passé la vitesse. Je me suis mis à tirer en évitant le véhicule. Toujours est-il que la décision de tuer revient toujours, en dernière instance, au policier en pleine action. Le policier parcourt les rues et soudain il doit décider en une fraction de seconde. Il faut le comprendre et lui accorder dans ce cas une certaine liberté d'action. Après seulement on peut évaluer si son geste était justifié ou non.